Et salut la meute curieuse! Ça te dirait une petite balade à Tchernobyl? Moi je réfléchis... non. Bon, sincèrement, je pense que t'as pas tort. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que nous, on a le choix d'y aller ou non, mais t'as certains animaux qui n'ont pas eu cette chance. Ah oui, parce que si tu croyais que Tchernobyl c'était une zone vide de toute trace de vie, eh bah écoute, on va voir que c'est pas tout à fait le cas, et il y a même de très nombreuses espèces animales qui vivent là-bas. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux chevaux de, je crois que ça se dit Przewalski, mais bon, on va le dire à la française, Przewalski, qui sont des chevaux sauvages et qui vivent dans les environs de Tchernobyl. Et tu vas voir, à cause de toute cette radioactivité, eh ben il y a certains chevaux qui ont développé des super pouvoirs. Certains peuvent voler comme Pégase et d'autres peuvent te tabasser à coups de corne. T'es un très très gros menteur. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Bon, c'est vrai, t'as pas tort, j'ai peut-être un petit peu modifié la réalité. Les chevaux de Tchernobyl ressemblent plus à ça, et ils ont pas forcément développé de super pouvoirs, si ce n'est celui d'avoir survécu dans une zone hautement radioactive. On va donc dans cette vidéo remettre un petit peu de contexte à la catastrophe de Tchernobyl, et on va aussi découvrir comment ce cheval a pu survivre dans des conditions aussi extrêmes. Eh mais attends, je viens de me rendre compte d'un truc, il y a plus de 70% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Bon, hésite pas à rejoindre la meute curieuse pour faire grandir la chaîne, et bien évidemment, n'oublie pas le coup de griffe bleue pour liker la vidéo. Hésite pas à lâcher ton petit commentaire et à me rejoindre sur Instagram. Et ben voilà, on va pouvoir y aller. Et sans plus tarder, partons tout de suite à la découverte des chevaux de Tchernobyl. La nuit est tombée depuis longtemps déjà lorsque les habitants de Pripyat sont réveillés par une explosion à 1h23 du matin. C'est le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui vient d'exploser à la suite d'un test de sécurité. La dalle supérieure de 2000 tonnes est soufflée par l'explosion et laisse le cœur du réacteur à l'air libre. Bon, là, tu t'en doutes, ça sent pas bon pour les habitants de Tchernobyl et ses environs. Mais ce qui en fait une catastrophe qui a marqué autant l'histoire, c'est son ampleur internationale et les conséquences qui ont résulté de cette explosion. C'est en effet toute l'Europe qui est traversée par un nuage radioactif. Enfin, quand je dis toute l'Europe, c'est toute l'Europe, sauf la France, bien évidemment. Non, je plaisante, hein, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait eu une polémique à l'époque où les politiques avaient dit que le nuage n'avait pas traversé la France. Ce qui est faux, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, on connaît parfaitement la trajectoire de ce nuage. Dans les heures et les jours qui ont suivi, des liquidateurs ont été envoyés sur place afin de sécuriser au maximum la zone. La plupart d'entre eux étaient soit des militaires ou des pompiers, voire même des civils qui s'étaient portés volontaires. Ils étaient conscients de l'importance de leur mission, mais également du sacrifice qui en découlerait. Sans le sacrifice de tous ces hommes, on aurait certainement connu une catastrophe encore plus gigantesque. Dans les jours qui ont suivi, une zone d'exclusion de 10 km a été créée autour de la centrale. Elle sera ensuite élargie à 30 km et on estime que c'est environ 150 000 personnes qui seront évacuées. Dans les mois qui suivent, un sarcophage sera construit pour tenter d'isoler le réacteur. Et ce n'est que 33 ans plus tard que l'arche de Tchernobyl qu'on connaît aujourd'hui sera terminée. On estime aujourd'hui qu'il faudra encore plusieurs centaines d'années pour habiter les alentours de la centrale nucléaire. Et il y a même certains scientifiques qui estiment que ce sera plusieurs dizaines de milliers d'années. Là-dessus, ils sont pas tout à fait d'accord sur la question. Mais figure-toi qu'il y a certaines personnes qui y vivent actuellement. Et là, je te parle pas du dark tourisme qui consiste à se rendre dans des lieux interdits ou dangereux pour prendre des photos ou des vidéos assez spectaculaires. Non, là, je te parle de gens qui y vivent réellement. Alors, c'est souvent des personnes d'un certain âge qui ont toujours vécu là-bas et qui ont bravé un petit peu l'interdit à l'époque de s'installer dans la zone. Mais depuis quelques années, il y a le gouvernement qui a levé l'interdiction et qui autorise de s'installer à nouveau dans la zone autrefois sécurisée. Et les prix de l'immobilier y sont imbattables, donc t'as des gens qui se sont installés là-bas par manque d'alternatives. Si ce phénomène il est assez récent, tu vas voir que celui de la présence animale il est bien plus ancien. Tu peux trouver là-bas des chiens errants, en général ils meurent assez jeunes, environ à 3 ou 4 ans à cause des radiations, mais aussi des sangliers, des chevreuils, des élans et même des loups et des lynx. Mais là on va s'intéresser aux chevaux de Tchernobyl. Le cheval de Przewalski est considéré comme le dernier cheval sauvage au monde. Bon, c'est un surnom à la fois stylé, mais aussi tristement funèbre. Il a été domestiqué il y a environ 5500 ans au Kazakhstan avant de retourner à l'état sauvage. C'est un cheval robuste qui peut supporter des conditions extrêmes de chaleur et de froid.
Il peut encaisser du moins 30 degrés sans broncher. Il est plutôt petit mais assez massif, avec une tête large, une épaisse encolure et une crinière courte. C'est un cheval qui ne se laisse ni dresser ni monter. Il y a une chose très particulière avec lui aussi, c'est qu'il possède 66 chromosomes, là où le cheval domestique en possède 64. On pensait que ce cheval avait complètement disparu, mais en 1879, le colonel russe Przewalski le redécouvre. Très demandé par les zoos du monde entier, les chevaux ont été chassés et massacrés pour récupérer les poulains, afin de les envoyer dans les différents zoos. Il y a même 3 chevaux qui seront envoyés à la ménagerie du Jardin des Plantes en 1902. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante, c'est qu'il y a une jument qui était à la ménagerie il y a encore quelques années, qui a été réintroduite en Mongolie et qui a donné naissance à un petit poulain dans les steppes mongoles. Le cheval de Przewalski, il vivait en Asie, mais une fois n'est pas coutume, l'homme n'a pas su vivre en harmonie avec lui. Et il a disparu en 1960 à cause non seulement de la chasse, mais aussi de la réduction de son territoire. Mais les scientifiques, ils ont réussi à faire perdurer l'espèce, grâce à la présence de quelques individus dans les zoos comme on l'a vu. Je crois qu'on parle d'à peine 12 chevaux captifs, donc c'est te dire que la situation était critique. 12 ans après la catastrophe de Tchernobyl, en 1998, il y a eu une expérience scientifique qui a été menée avec la réintroduction de 30 chevaux dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Bien évidemment, ce lieu hautement radioactif n'est pas l'endroit idéal pour ce cheval qui se retrouve bien loin des steppes kazakhs. Selon le magazine Géo, je vous mettrai le lien en description, on estime qu'il y a environ 150 chevaux côté ukrainien et 60 côté bélarus. Et donc ce chiffre, il représente 8% de la population mondiale du cheval de Przewalski. Il a également été réintroduit en Mongolie, en Chine, en Russie et même dans le sud de la France. Les scientifiques, ils aimeraient élargir ces expériences qu'il y a eu à Tchernobyl avec la réintroduction d'espèces en voie de disparition comme le bison d'Europe par exemple. Le but serait de laisser ces espèces s'épanouir sans la présence de l'homme et ce malgré la présence de radioactivité. C'est difficile de savoir aujourd'hui de quelle façon les chevaux souffrent de la guerre en Ukraine, mais on peut penser qu'il y a des aspects négatifs, notamment dus au bombardement. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je te la mets juste ici, sur le sauvetage de plusieurs lions en Ukraine. Mais si je te parle aujourd'hui de ce cheval, c'est parce que j'ai lu il y a quelques temps qu'il avait été réintroduit au Kazakhstan dans les steppes sauvages. Bon allez, je te fais une petite parenthèse, je peux pas m'en empêcher. Le Kazakhstan, c'est un pays que j'ai appris à connaître assez récemment en découvrant un artiste, Dimash Kudaibergen. Il n'est pas très connu en Europe, ni aux États-Unis d'ailleurs, mais c'est une star en Chine et en Russie, et il est considéré comme l'un des meilleurs vocalistes, si ce n'est le meilleur. Et donc j'ai appris à connaître un tout petit peu la culture kazakh, qui est très respectueuse de leurs aînés, dont ils prennent grand soin, mais aussi de la nature. Bon allez, je te conseille 2 chansons, Daidi Dao et Samaltao, pour connaître un petit peu plus la culture kazakh. Je te les mets en description. Et donc, au Kazakhstan, dans les 5 prochaines années, ils veulent relâcher environ 40 chevaux. Au début du mois de juin 2024, c'est 3 chevaux de Przewalski, baptisés Zoro, Ypsilon et Zeta, qui, après 20 heures de transport, peuvent enfin fouler l'herbe de la réserve naturelle Steppe d'Or. Il s'agit de leur terre d'origine, donc il y a de très grandes chances pour que ce cheval s'acclimate parfaitement à ce milieu. Et il y a aussi 4 chevaux venant de Berlin qui les ont rejoints. Je trouve que l'histoire du cheval de Przewalski a fait ressortir le pire, mais aussi le meilleur de l'espèce humaine. D'abord chassé puis enfermé jusqu'à sa quasi-disparition, il est ensuite réintroduit dans les lieux les plus paradisiaques, comme les plus improbables de la planète. J'espère que le cheval de Przewalski connaîtra enfin une longue et belle vie. Et voilà la meute. Et bah écoute, j'espère que tu auras appris autant de choses que moi avec cette vidéo. Allez, si t'as encore un petit peu d'énergie, tu peux regarder cette vidéo. Et moi je te dis à très vite la meute.